Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette dernière étape du Tour de Under. L'étape numéro 5 entre Hunley et Mount Lofty. 112 km 500 avec un parcours où on prenait plusieurs fois le Mount Lofty. C'était un circuit, je crois qu'on le prenait 5 fois, cette montée finale. Donc le circuit était assez court et c'était une étape où il pouvait se passer des choses. Surtout que la course a été quand même assez débridée aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu dans cette semaine, même tiens, qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine du côté de l'Australie. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, à partager auprès de vos proches sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à aller voir les playlists sur les présentations d'étapes qui sont toujours en ligne. Et n'hésitez pas à aller voir également les différentes vidéos qu'on propose sur la chaîne, notamment Piste Verte, le dernier épisode, EPS 2.0 avec le Dakar, et puis également TikTok. On commence avec ce Tour de Under, la dernière étape. Donc ouais, comme je disais, un parcours qui était difficile. Alors le Mount Lofty, c'est pas la pente la plus dure de l'année, sauf qu'on avait quand même 2200 mètres de dénivelé positif sur 112 km, donc ça veut dire que c'était quand même, voilà, c'est-à-dire qu'on avait quand même un beau dénivelé. Et en fait, cette montée, elle n'était pas difficile au premier passage, mais comme on l'a pris 4-5 fois, le parcours en plus c'était c'était un peu montée descendante. Donc c'était vraiment très intéressant au niveau de la course, et comme je le disais, il n'y a pas une équipe vraiment qui a mis le contrôle sur la course, c'est-à-dire qu'on a eu un peu Jayco, mais pendant très longtemps c'était différentes équipes. Il y a eu un moment une échappée, avec des coureurs dangereux, notamment dans cette échappée, donc notamment chez la G2R. Mais ouais, c'était assez bizarre la physionomie de course. Après, on est aussi en début de saison avec des coureurs qui ont des grosses différences de niveau, donc ça peut parfois faire ce type de parcours un petit peu bizarre. Mais la course était surprenante. Moi, j'avais même du mal. J'ai dû un moment faire une pause pour un peu me rappeler de qui était où, parce que j'avais vraiment du mal à me concentrer sur cette étape. Enfin, je sais pas, j'avais beaucoup de mal avec cette étape. Donc victoire de Jevine au général, et sur cette étape c'était Simon Yates, et le premier français au général est Bryan Coquard. Et on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Je pense que cette vidéo va être un peu plus courte que les autres, puisque j'ai quand même beaucoup moins de choses à dire sur cette étape. Je commence avec Bryan Coquard, pas parce que je suis sponsorisé par la Cofidis, ils ont décidé de prendre Styros. Bon, c'est bizarre, ils proposent même pas. Ça me fait marrer parce que y a quand même un truc, je vais commencer par ça, qui me semble bizarre, c'est-à-dire qu'il veut parler de cyclisme traditionnel, ok, super. Mais dans ce cas-là, tu te fais pas payer par la Cofidis. Enfin, je me demande comment il va réussir à critiquer la Cofidis. Alors moi, je peux critiquer Jérôme Pinot parce que je suis pas payé par BNB Hotel. Si j'étais payé par BNB Hotel, ce serait peut-être plus compliqué pour critiquer Jérôme Pinot. Peut-être pour ça, je suis pas intéressant pour les marques. Puis moi, j'ai 2000 abonnés, lui il en a 70 000, je crois. Mais je me demande l'intérêt, quoi, vraiment de... Enfin bon, c'est surpris de ce genre de choses. Après, plus il y a de gens qui parlent de cyclisme traditionnel, plus ça fait des vues aussi pour les autres, parce que forcément des gens qui vont regarder chez lui peuvent regarder chez moi également. Bryan Coquard, qui a été bon sur cette journée, parce qu'il a fait, je le voyais pas forcément rester dans le top 10, quoi. Certes, il passe bien les bosses, mais c'est là où je me dis c'est intéressant pour Cofidis, c'est qu'on a retrouvé vraiment le Bryan Coquard d'avant BNB Hotel. Le Bryan Coquard qui était capable de performer aussi sur l'Amstel. Le Bryan Coquard qui était capable de gagner des sprints en boss. Le Bryan Coquard qui était très bon, qui était très intéressant. L'année dernière, ça a été une année de reconstruction. Là, j'ai l'impression qu'en ce début d'année 2023, pour le moment, on a du très grand Bryan Coquard. Et on l'a vu aujourd'hui parce que il s'accroche vraiment énormément dans le final de l'étape.
il a tout fait pour rester dans le groupe à 6 secondes. Et pourtant, la montée finale, c'était quand même une montée de 4-5 km. Donc on est un peu au-delà des longueurs qu'il affectionne. Et lui, il aime bien les montées de 2-3 km. Là, 4 km et demi, 5, c'est un petit peu au-dessus en termes de temps d'effort. Donc, il a vraiment bien résisté. Surtout que contrairement à hier, où il y a eu également un gros travail d'Alexis Renard, là, aujourd'hui, il y avait un peu moins de monde autour de lui. Et il permet un petit peu de sauver la course au général de la Cofidis, parce que c'est vrai que Victor Lafay ayant perdu beaucoup de temps hier, eh bien, le fait de finir 10e, c'est plutôt une grande satisfaction, je pense, pour Cofidis, qui marque des points. Parce qu'une 10e place, c'est 85 points UCI, et la victoire d'hier, c'était 60. Donc ça fait pas mal de points pour Brian Cocard et pour l'équipe Cofidis. Et puis, il prend de la confiance, forcément, avec cette semaine de course. Brian Cocard, il va être très content, très heureux, je pense, de son résultat. Donc, super pour Brian, vraiment, qui a fait une belle semaine. Vraiment, 10 jours de course excellent. 10 jours. 5 jours de course excellent de la part de Brian Cocard. Je ne sais pas quelle va être la suite de son programme. Est-ce qu'on le verra notamment sur l'UAE Tour? Là, il doit faire la Cadel Evans, donc ça sera la semaine prochaine. Ça sera pendant le Tour de San Juan. Faudra s'en méfier quand même, parce que la Cadel Evans, c'est raide. Je crois me rappeler, la pente est raide. La route est droite, mais la pente est rude, comme disait un ancien Premier ministre. Mais il faudra voir comment il arrive à s'en sortir sur ce parcours. Mais s'il s'en sort bien sur la Cadel Evans, faudra voir le programme de sa saison, parce qu'une Amstel Gold Race pourrait être un objectif important. Je rappelle que quand il est vice-champion du monde espoir derrière Lutsenko, c'est à Valkenburg, c'est sur le parcours du Coberg. Donc, et c'était à l'époque où c'était une arrivée un peu après le Coberg. C'est la première fois qu'on est arrivé un peu après le Coberg. C'est comme ça que ça leur a donné une idée aux organisateurs de l'Amstel de dire « Oh, c'est pas mal, dis donc ». Mais avec le parcours de l'Amstel qui convient un peu plus maintenant au sprinter puncher qu'auparavant, eh bien ça peut vraiment être un objectif intéressant pour Brian Cocard, pas que pour Benoît Cosnefroy d'AG2R. En parlant d'AG2R, transition. Ben O'Connor, une belle étape de Ben O'Connor qui finit 3e de cette journée. Et très satisfait de cette fin de course de Ben O'Connor, vraiment, où il finit 6e du général, il prend même 4 positions, mais il finit sur une bonne note, Ben O'Connor, avec cette 3e place. Alors il n'a pas réussi à suivre Javine et Simon Yates, mais qui m'ont l'air un peu plus en forme que Ben O'Connor. C'est vrai qu'hier, j'avais pas trop compris pourquoi AG2R roulait. Là, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi AG2R roulait. Et Ben O'Connor, 6e du général, c'est plutôt un résultat intéressant pour le coureur australien, qui fait une semaine intéressante. Et surtout, qui a battu des spécialistes plutôt des courses de 4-5 jours. C'est vrai qu'il bat Biström, il bat Izagirre, qui sont bons normalement sur ce type de format de course. Donc ça veut dire qu'il a été performant. Pourtant, il avait fini 41e du prologue, mais il a fini 9e à Campbellton, 3e ici au Mount Lofty. Donc sur les 2 étapes difficiles sur Down Under, il s'en est très très bien sorti. Il avait fini déjà 7e du championnat d'Australie sur route. Lui aussi, il ira à la Cadel Evans Great Ocean Road, pour ensuite Paris-Nice, Catalogne, Tour de France. Il y aura des courses entre, bien entendu, mais voilà, ça sera ses prochains objectifs à Ben O'Connor. Mais plutôt pas mal, voilà, sur cette semaine, parce que c'est pas un spécialiste, c'est pas un puncher, Ben O'Connor, même s'il attaque beaucoup. Là, par exemple, face à Simon Yates, ça en est plutôt bien sorti. Alors, il a tenté le tout pour le tout dans le dernier kilomètre. Ça n'a pas vraiment marché, et puis ensuite il s'est retrouvé devant les 2 autres, donc ça a été compliqué. Mais belle semaine pour Ben O'Connor. Ça redonne ça donne de la confiance pour le reste de l'année, où il y aura des objectifs très importants pour lui, puisque le Tour de France, ça va être un objectif pour Ben O'Connor, qui a encore 2 ans de contrat. Parce que ce contrat s'arrête en 2024. Je termine avec les flops. J'ai mis Tony Galopin en flop. C'est un peu pour la semaine, Tony Galopin, parce que il y a quand même une époque, avant qu'il soit chez AG2R, quand il était à la Trek déjà, à l'époque, il était très bon sur ce type de format de course, Galopin, et aujourd'hui,
il fait équipier, quoi, Galopin, mais il fait équipier qui fait le boulot très loin de l'arrivée. C'est triste parce que c'est un mec, quand même, il y a 10 ans, tu te dis que c'était le seul puncher qu'on avait, presque en France. C'était le seul coureur qu'on avait. Je me souviens au championnat du monde, c'était souvent le dernier qui était dans le dernier tour, sur ce type de parcours-là, un peu vallonné. Et aujourd'hui, tu t'aperçois que, déjà en France, il y a beaucoup mieux que lui maintenant, mais que même dans une équipe comme la Trek, il est plus coureur protégé, il est devenu un simple équipier. Tu te dis qu'il y a quand même un moment où il y a eu une couille dans le potage dans la carrière de Galopin, quand même, parce que il n'a pas du tout le niveau qu'il avait il y a 4-5 ans, quoi. Maintenant, le niveau qu'il a, son dernier fait d'armes, c'est sur la Vuelta. Son dernier grand résultat, c'est sur la Vuelta à Galopin. C'était déjà pas une année top, l'année où il fait un grand résultat sur la Vuelta. Donc c'est un peu compliqué depuis quelques temps pour Galopin. Et ça m'attriste parce que à une époque, il nous faisait rêver quand même, Galopin, hein. Quand il prend le maillot jaune, ce sont des belles images. Alors c'est sûr qu'il a eu une passe difficile, aussi un peu extra sportif. Mais c'est sûr que ça fait depuis quelques temps quand même qu'on a l'impression qu'il met plus vraiment un pied devant l'autre. Et c'est triste pour Tony Galopin qui finit 32e du général, mais au final qu'on a très peu vu de la semaine. Tony Galopin, hein, il n'a pas fait une grande semaine, où le leader du côté de la Trek, c'était Tiberi, qui lui a fini 8e. Plutôt intéressant parce qu'il n'a pas fait un grand prologue, Tiberi, mais la semaine est intéressante. En dehors de son prologue, la semaine est intéressante pour Antonio Tiberi. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Jevine. Vainqueur du général, deuxième de l'étape du jour. On a eu l'impression quand même avec Jevine qu'il n'a pas été inquiété de la semaine. C'est parce qu'on a senti que face à Yates, il avait presque une marge de sécurité. Je suis méchant peut-être avec Simon Yates, mais qui avait un petit avantage. Et on a eu le sentiment que pendant toute la semaine, il était vraiment en forme, quoi. Il était en très très grande forme et qu'il n'a jamais été menacé pendant toute la semaine. Donc vraiment, oui, une grande course de sa part parce qu'il a été très très très, très bon. Il a fait vraiment du bon boulot. Voilà, encore une fois, il n'a jamais été inquiété de la semaine. C'est-à-dire que Jevine n'a pas vraiment été inquiété cette semaine. C'est bien de gagner sa première course par étape avec sa nouvelle formation, parce que forcément, ça va donner des idées aux leaders, aux entraîneurs, au staff du côté du AE, quoi. Et quand je disais que Amelda avait beaucoup à perdre lors de la présentation de début de saison, c'est aussi avec un mec comme Jevine, parce que Jevine, quand tu vois la semaine qu'il fait, tu te dis que oui, il est costaud, hein. Il est costaud. Alors encore là, aujourd'hui, il a un peu moins bien couru qu'il y a 2 jours ou qu'hier, parce qu'aujourd'hui, il y a un moment, je pense qu'il ne doit pas rouler derrière Ben O'Connor, il doit laisser faire Simon Yates. Et il peut gagner l'étape, à la fois l'étape et le général. Bon, après, il a suivi Ben O'Connor quand Ben O'Connor attaque. Bon, pour moi, il doit laisser faire Simon Yates. Tu veux suivre Ben O'Connor, c'est à toi, hein. C'est à toi de faire l'écart. C'était pas à Jevine de faire l'écart. Jevine, il avait déjà une avance sur tout le monde, donc il n'avait pas d'intérêt à faire l'écart. C'était à Simon Yates d'essayer de battre Vine. Mais sinon, sur le reste de la semaine, il a été très bon. Après, ses erreurs stratégiques, je rappelle que c'est pas un coureur qui gagne des courses depuis déjà longtemps, et que c'est un coureur qui vient de Swift. Sur Swift, la stratégie, c'est presque le néant par rapport au cyclisme sur route. Donc c'est sûr que là-dessus, il est en déficit. Il se connaît très bien, ça c'est clair et net. C'est pour ça qu'il est bon sur le chrono, c'est pour ça qu'il est bon en montagne, parce que quand il garde un rythme, il le garde très très longtemps. Il se connaît parfaitement, il connaît ses valeurs en watts, il connaît ses valeurs de rythme cardiaque, je pense bien plus que bon nombre de coureurs. Par contre, c'est sûr qu'en termes de stratégie, il a moins l'habitude, il a moins l'expérience d'être dans un peloton.
Donc c'est là-dessus où il doit travailler, mais peut-être que chez UAE, ça lui permettra de travailler, en plus au contact de Pogacar, au contact également de Juan Ayuso, ça peut être très intéressant pour lui. On poursuit avec Simon Yates. Alors j'ai entendu quand même des propos sur Twitter, enfin lu des propos sur Twitter où les mecs disent, sur des pages importantes du côté du cyclisme, alors je sais plus c'était quelle page, c'était pas Groupe Eto, je sais plus c'était quel site, qui disait « Oh, c'est un lot de consolation, cette victoire de Simon Yates, cette victoire d'étape de Simon Yates. » Pour le team Jayco, enfin je sais pas, mais bon, certes Matthews n'a pas forcément eu beaucoup de chance au niveau du général, mais Simon Yates a fait un bon leader de rechange, et deuxième du général plus une victoire d'étape, on les a beaucoup vus. Enfin, l'autre consolation, je trouve ça un peu dur quand même. Voilà. C'est intéressant de voir Simon Yates performant. L'année dernière, il était performant en début de saison, Simon Yates. C'est un peu après que ça a dégoupillé. Simon Yates, il est toujours aussi bon sur les courses d'une semaine. Je dirais que sur les grands tours, parce que sur les courses d'une semaine, il n'a pas le souci sur les grands tours. Simon Yates, il gère très mal les jours naissants. Et c'est un problème depuis son début de carrière. Hein. Dès qu'il a une journée sans, lui, il perd 5 minutes, 6 minutes dans l'affaire. Sur les courses d'une semaine, il a moins ce problème de journée ou de coup de moins bien. Et ça lui permet de gagner des courses d'une semaine ou d'être performant sur les courses d'une semaine. L'année dernière, il est deuxième de Paris-Nice. Bon, cette année, il est deuxième du Tour de Nonder. Je pense qu'il va encore être performant sur d'autres courses d'une semaine. Il a gagné également le Tour des Alpes où il avait dominé une année le Tour des Alpes. Quand il gagne, il domine le Tour des Alpes et ensuite il se plante derrière sur le Giro. Donc c'est sûr que sur ce type de course-là, il est toujours très bon. Le parcours n'était pas forcément à son avantage, il n'était pas forcément leader de sa formation au départ, je pense que c'était plutôt Michael Matthews. Bon, après, il a profité des malheurs de Michael Matthews pour devenir leader chez Jayco et puis pour prendre la deuxième place du général. Il finit devant Bilbao, devant Mauro Schmid aussi, devant Sheffield, donc c'est plutôt intéressant pour la suite de sa saison à Simon Yates, pardon. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, Astana. Pour moi, le premier bonnet d'âne sur la semaine en fait d'Astana. Je crois que c'était Charles Marceau qui disait ça sur Twitter, qui disait on est vraiment sur l'exemple type de l'équipe qui va descendre en deuxième division. Mais c'est totalement ça, parce que l'année dernière, Astana a fait une saison catastrophique. Il marque moins de 4000 points sur l'année. J'ai dit, cette année, il faut en marquer 7000, quasiment. J'ai dit, c'est 7000 sur 3 ans, c'est à peu près 20. Je pense que la relégation sera entre 20 000 et 21 000. Cette semaine, il marque très peu de points. C'est-à-dire le premier coureur Astana au général, c'est Luis Leon Sanchez, 33e. C'est le seul coureur qui marque des points sur la semaine. Il marque 10 points UCI. C'est rien, 10 points UCI. C'est que dalle. Je vois pas comment cette équipe peut rester. En plus, pas de peau pour eux, Moscon s'est fait la clavicule. Donc voilà. Même avec Cavendish, déjà Cavendish, faut qu'il ait un train. Aujourd'hui, autour de Cavendish, pas convaincu qu'il y ait un train complet autour de Cavendish. Et après, c'est Lutsenko. T'as Lutsenko, Cavendish et 2-3 autres coureurs. Allez, je vais dire, ça tourne. T'as 5-6 coureurs talentueux dans cette formation. Le reste, c'est pourrave. Enfin, c'est pourrave ou ça n'a pas encore fait ses preuves. Et 5-6 coureurs talentueux, ils sont pas du niveau du AE non plus. Hein. Donc c'est là où c'est hyper inquiétant. La Astana cette semaine, on les a pas vus. On les a pas vus de la semaine, Astana. Heureusement que le maillot est reconnaissable, parce qu'on les a pas vus. Que ce soit à l'avant de la course ou derrière, ils sont nulle part. L'un des rares moments où on a vu le maillot Astana, c'est quand il y a eu des chutes. Parce qu'ils ont subi des chutes. Mais sur les grands résultats, on les a pas vus. Et ça, c'est inquiétant, parce que Astana, quand tu vois les résultats aujourd'hui, je suis pas sûr en plus que les sponsors kazakhs restent s'ils sont en deuxième division.
Je rappelle que Astana, c'est un consortium avec plusieurs sponsors kazakhs, plusieurs grosses entreprises kazakhs. Mais s'ils sont en deuxième division, est-ce que l'équipe perdurera? Je sais pas. Et ils savent pas faire la course au point, en plus. Et là, ils se ratent. Parce que, par exemple, une équipe comme EF, il y a Michael Honoré, par exemple, qui prend le classement de la montagne. Vous avez des mecs qui ont joué les victoires d'étape, donc ça fait quand même des points. Astana, rien cette semaine. Donc c'est quand même super inquiétant pour cette formation pour la suite, quoi. Parce que tu te dis, est-ce que cette équipe est capable de s'en sortir? Je suis vraiment pas sûr. Ineos. Pourquoi Ineos? En fait, c'est Ineos et Geraint Thomas. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi ils ont emmené Geraint Thomas. Geraint Thomas, il est jamais bon en début de saison. C'est pas compliqué. Avant le mois de mars, Geraint Thomas, il est nulle part. Même en tant qu'équipier, il n'est pas bon. Je ne vois donc pas pourquoi on a décidé d'emmener Geraint Thomas sur la première course World Tour de la saison, sur un parcours qui lui convenait pas des masses en plus. C'est pas un puncher, Geraint Thomas. Alors oui, il y avait le prologue, mais bon, en début de saison, encore une fois, il est pas bon, donc on l'a vu sur le prologue. Et même en tant qu'équipier, je pense que chez Ineos, il y avait peut-être mieux d'autres coureurs qu'on pouvait emmener à la place de Geraint Thomas. Et je trouve ça pas top parce qu'on prend des risques. Si Geraint Thomas tombe, je sais pas, il se fait un fémur, par exemple. C'est compliqué pour le reste de la saison. Un fémur, c'est 3-4 mois, parfois. S'il se fait un trauma crânien, s'il se prend une grosse chute, c'est une grosse prise de risque. Et de sa part également, parce que quand on est à cet âge-là, 36, 37 ans, faire des saisons qui durent 10 mois, je suis pas sûr que ça soit l'idéal pour garder la flamme au niveau de sa passion pour le cyclisme. Or, il l'a indiqué en conférence de presse, il va regarder les premières courses de la saison et ensuite il dira s'il prend sa retraite ou pas. Ça serait con d'annoncer sa retraite parce qu'on n'est pas performant en janvier, février, mars, et ensuite regretter en septembre parce qu'on a eu des résultats. Donc, et s'il court pas en janvier, peut-être qu'il fait pas cette erreur-là. Je me dis que voilà, je comprends pas trop la gestion d'Ineos par rapport à Geraint Thomas parce que là, il a eu un rôle d'équipier, mais très clairement, beaucoup de coureurs, je pense, chez Ineos aurait pu avoir ce rôle-là d'équipier. Il a eu le même rôle qu'un Salvatore Puccio, par exemple. Enfin voilà, vous voyez un petit peu la comparaison. Donc voilà, n'importe quel autre coureur aurait pu faire ce job-là. Bon, et on aurait pu réserver Geraint Thomas sur d'autres courses en février-mars et lui garder de la fraîcheur à la fois physique et mentale parce que quand vous commencez la saison en janvier, il faut garder la fraîcheur mentale jusqu'en mai, avril ou les échéances en juillet ou septembre. C'est pas facile. Là, on va voir comment ça va se passer pour Geraint Thomas pour garder la motivation sur le reste de la saison. Et puis je termine avec Milan Vader. Il tombe au mauvais moment. Milan Vader, il tombe à 5 bornes de l'arrivée. Moins de 5 bornes de l'arrivée même. Il tombe avec Sean Quinn, la chute là vraiment quand on est dans la bosse. C'est dommage parce que Milan Vader, il pouvait peut-être rentrer dans le top 10 encore de l'étape du jour. Alors tu finis pas sur une mauvaise note parce que tu as quand même fait un top 10 et c'est ton premier top 10 en World Tour. Mais Milan Vader, vu ce qu'il a montré les jours précédents, me disait, pour un top 10, quand je voyais des mecs au départ dans le top 10, je me suis dit, Milan Vader, ça peut peut-être le faire. Mais pour ça, il fallait pas tomber. Mais en même temps, il était un petit peu seul dans la montée finale du côté de la Jumbo. Après, la Jumbo, à part Juan Denis, ils n'avaient pas emmené grand monde. C'est vrai qu'ils ont été très discrets par rapport à d'autres courses, la Jumbo, sur cette semaine. Donc, certes, on a vu un peu Juan Denis, mais collectivement, ils ont été discrets. Et là, c'est vrai qu'il s'est retrouvé un petit peu seul dans le final, alors qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à faire pour Milan Vader. Et la chute, c'est vrai, n'a pas aidé pour un bon classement général. Donc voilà, petit bonnet d'âne pour Milan Vader aujourd'hui.
C'est la fin de ce tour de Under, mais il y a encore du beau programme sur le reste de la semaine sur la chaîne, notamment avec le tour de San Juan qui va débuter, et on va regarder un petit peu le programme de cette première étape. Alors, une course surtout intéressante pour les sprinters, un peu moins pour le général. Il y aura quand même Remco Evenepoel qui sera de retour, qui sera opposé à Miguel André Lopez, qui sera dans sa formation IPM, je ne sais plus comment elle s'appelle, la formation colombienne. On aura notamment du côté des sprinters Jacobsen, Richetze. Sagan sera là également du côté de la Total, donc ça va être intéressant. Il y a Sam Bennett également qui sera présent au départ du côté de la Bora. Aujourd'hui, 144 km à parcourir ce soir autour de San Juan, avec notamment le passage au Cuesta de las Vascas à 2 reprises, en une dizaine de kilomètres par 2 flancs différents. Et puis 2 sprints intermédiaires à Villa-Colonne pour cette étape. Faire attention, autour de San Juan, il y a souvent du vent. Voilà, donc c'est une course qui peut parfois se jouer sur des coups de bordure. Je sais qu'elle est diffusée sur Eurosport en France, et en Belgique, c'est sur la RTBF, sur Ovio, comme ça que ça s'appelle, du côté de la RTBF, pour retrouver la course en ligne. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé cette série de vidéos sur le Tour de Under. On se retrouve donc dès demain pour le Tour de San Juan. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.